Mesdames et messieurs, chacun comprendra que je tienne d'abord à rendre hommage à un grand artiste qui vient de nous quitter ce matin. Claude Chabrol était un grand auteur et un grand cinéaste. Il tenait de Balzac par la finesse de sa peinture sociale. Il tenait de Rabelais par son humour et sans doute aussi par sa truculence. Mais il était surtout lui-même, dans ses films, comme dans sa vie, et je suis certain qu'il manquera beaucoup à chacun. Il y a environ 18 000 ans, l'homme choisissait donc la grotte de Lascaux pour y déposer sa vision du monde, sa mémoire, en quelque sorte ses mystères. 18 000 ans plus tard, le 12 septembre 1940, 4 enfants, précédés d'un petit chien, redécouvrent la grotte et tombent nez à nez avec ses chefs-d'œuvre. C'est un choc qui continue depuis 70 ans à émouvoir profondément tous ceux qui ont le privilège de rentrer dans la grotte de Lascaux. Et je puis vous dire que Carla, comme moi-même, avons été profondément bouleversés par ce que nous avons vu. C'est au-delà de l'émotion. Tout a probablement été dit sur le sens de Lascaux, et pourtant rien qui permette d'élucider le mystère. Ce n'est pas la première des grottes ornées à avoir été découverte. Ce n'est pas la plus ancienne. Ce n'est pas non plus la plus grande ni la plus profonde. Et pourtant, bien au-delà de toute forme de comparaison, Lascaux est, n'en pas douter, la quintessence de l'art et de l'esprit des premiers hommes. Au fond, c'est le symbole de la naissance simultanée de l'homme, de l'art et du sacré. Nous nous sommes d'ailleurs surpris, en rentrant dans la grotte, tout d'un coup, à parler plus bas. J'espère ne choquer personne, mais j'ai trouvé que dans cette grotte, il y a une dimension de sacré qui s'exprimait au-delà de la dimension artistique et au-delà de l'émotion que l'on a devant la présence si ancienne de la vie. Quand on voit les peintures de Lascaux, on comprend quelque chose qu'on ne peut imaginer, c'est que la culture de ces hommes, au sens artistique, la façon dont ils savaient exprimer leurs émotions n'a pas grand-chose à envier à celle que nous connaissons aujourd'hui. J'avais déjà été confronté avec cette idée par l'intermédiaire du plus grand anthropologue français qu'est Lévi-Strauss, qui nous a quittés il y a quelques mois et qui a été l'un de ceux qui ont fait reculer l'idée des sociétés primitives, pour faire simple. Et on comprend l'exclamation modeste, mais tellement réelle, de Picasso devant Lascaux, « J'ai enfin trouvé mon maître ». On comprend aussi comment l'un des plus grands peintres vivants, Pierre Soulages, est dans le vrai lorsqu'il revendique la couleur noire, qu'il associe très précisément au noir de manganèse des fresques de Lascaux. Donc, votre Lascaux, qui est en même temps universel et tellement périgourdin. Votre Lascaux a inspiré, 18 000 ans plus tard, les plus grands artistes du XXe et du XXIe siècle. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Au fond, c'est un miracle. Et malgré le passage du temps, une paille, presque 200 siècles après, eh bien, la fraîcheur, la grâce, le charme et le mystère qui émanent de ce sanctuaire sont absolument intacts, et c'est vraiment la présence nécessaire du chef de l'État que d'aller dans ces lieux. J'ai bien conscience qu'ils vous appartiennent, mais en même temps, je me disais,
entre l'universel et le terroir, il y a Lascaux, qui non seulement n'oppose rien, mais au contraire, et c'est bien, la mondialisation passe par le renforcement des identités culturelles de chaque territoire. La mondialisation n'est pas une négation de ces identités. Elle ne peut avoir un visage humain, cette mondialisation, que si elle part de ces identités et de leur diversité. D'ailleurs, c'est une idée qui me tient très à cœur, il n'y a pas de diversité possible sur la mort des identités. Quand vous dialoguez, le mot diversité est un mot fortement consensuel. Mais la diversité n'est que la conséquence du respect des identités. Voilà. Et je trouve, pour moi, c'est absolument évident que la dimension de proximité de Lascaux et universelle de Lascaux fait son miracle. Voilà. Bon, je suis complètement perdu de mon discours parce que j'ai exactement dit ce que je pensais. Mais je laisserai le discours, dont je salue et félicite les auteurs par ailleurs. Mais je pense que quand on vient de vivre, comme nous l'avons vécu avec Carla, ce moment de privilège absolu qui est Lascaux 1, même si Lascaux 2 est une réussite extraordinaire. L'artiste de Lascaux 2 était en communication absolument directe par fax, par Internet, par téléphone ou par le cœur, avec ses prédécesseurs 18 000 ans plus tôt, mais c'est absolument incontestable. Mais je pense qu'on doit aller un peu plus loin que de raconter des choses absolument convenues devant ce qu'est la quintessence de la beauté de l'humanité et son mystère. Je voudrais également dire à tous les représentants de la paléoanthropologie combien je les admire, combien avec le ministre de la Culture, cher Frédéric Mitterrand, nous les soutiendrons, parce que la paléoanthropologie, les pionniers sont français, la tradition n'a jamais perdu sa vivacité. De Jacques Boucher, l'inventeur de la préhistoire, qui a le premier défendu cette idée que l'homme existait bien avant le déluge et qu'il avait même vécu à l'époque du mammouth. Enfin, on voit déjà là, au milieu du XIXe siècle, aller oser affirmer ça. Bon, les bûchers n'existaient plus, en tout cas moins. En tout cas, je veux dire au sens réel, mais on voit très bien que quelques siècles plus tôt, ça aurait pu mal tourner. C'est une affaire. L'abbé Breuil, dont j'ai vu une photo, présent lors de la découverte de Lascaux, notre cher Yves Coppens, dont on voit quand même, avec cette intelligence brillante, ce physique avenant qui était parfaitement adapté dans la grotte, là, on imagine parfaitement. J'ai énormément d'affection pour Yves, mais on voit parfaitement la communauté d'esprit fantastique. Et puis ces villages de la Vézère que nous avons survolés et traversés, qui sont d'une beauté stupéfiante. Je veux dire, à ce département de la Dordogne, à cette région de Périgord, que c'est vraiment... On comprend, au fond, pourquoi, depuis l'origine, les gens ont voulu vivre ici. Non, ça me donne des idées énormes, ça. mais au fond, tout ça est très compliqué, il faut être très savant. Pas du tout. Le brave néandertalien avait parfaitement compris qu'ici c'était plus tempéré qu'ailleurs, qu'il devait y avoir du gibier, que c'était beau et qu'il faisait bon vivre. Au fond, vous n'êtes que les héritiers d'une tradition du bon vivre, que vous avez déclinée ici. Bon. Et nos chercheurs, ils me le disaient il y a encore quelques instants, ne se sont pas contentés d'exploiter les richesses extraordinaires présentes sur nos sols. Ils ont remonté aux traces de l'humanité. Lucie et Toumaï, ce sont des missions françaises. Et tout sera mis en œuvre pour préserver cette école qui est la vôtre.
Je voudrais dire également que, face aux polémiques, il faut polémiquer surtout, c'est une maladie française, je voudrais dire à ceux qui conservent Lascaux que je les félicite pour le travail remarquable qu'ils font. Voilà. Qui méritent mieux que parfois des choses un peu hasardeuses et un peu rapides dites sur le travail des gens. Voilà. Vous avez fait un travail absolument remarquable. Le traitement des maladies vertes et des moisissures blanches a permis à la France d'accueillir une connaissance exceptionnelle en microbiologie des cavités. Et je tenais à le dire parce que tous ces gens passionnés qui gardent votre trésor sont malheureux parfois quand on dit qu'il est délabré, qu'il s'écroule. Non. Je suis rentré, j'ai vu, c'est exceptionnel ce que vous avez fait. Alors, je sais que c'est parfois décevant quand on se donne tant de mal et que l'expression de tout ce professionnalisme n'est pas valorisée, mais moi je me sens en empathie avec vous, en tout cas avec les gens qui se donnent du mal. Je voudrais également dire que, à propos de Lascaux, c'est tout notre patrimoine. Et je tiens à rappeler que l'État a été exemplaire puisque nous avons décidé, dans le cadre du plan de relance de 2008, de consacrer 4 milliards d'euros sur 10 ans à la restauration du patrimoine protégé. Je veux dire que investir dans la restauration du patrimoine, c'est investir dans l'avenir et dans la croissance. On n'investit pas simplement dans la recherche, dans l'innovation, on n'investit pas simplement dans les nanotechnologies, dans les salles blanches, dans les laboratoires. Tout ça, c'est fantastique. Mais le patrimoine contribue à la croissance. Et je vais même jusqu'à dire qu'un euro investi dans le patrimoine, c'est 2 ou 3 euros en croissance. Parce que les touristes, ce n'est pas simplement les paysages. C'est aussi tous les retombées. Et le Périgord est probablement le meilleur exemple de cette dynamique. Je veux également rendre hommage aux gestionnaires privés de monuments historiques. Et je veux confirmer au ministre de la Culture que je défendrai la fiscalité incitative qui permet à des propriétaires privés d'entretenir un patrimoine historique. Que ferait l'État si ces monuments privés venaient à quitter le giron privé pour être entretenus par nous? On n'a pas les moyens et on n'a pas toujours l'attention. Je veux le dire, c'est un engagement. Vous savez, en France, le chef de l'État doit être le protecteur de la culture, le protecteur des artistes, le protecteur des chercheurs, qui ne peuvent pas être soumis aux seules forces du marché ou de l'immédiateté. Et je crois beaucoup à l'investissement dans le patrimoine et à la fiscalité incitative pour tous ceux dont la passion, c'est de refaire un château, de garder des collections. Eh bien, écoutez, on en a besoin. L'État ne peut pas faire tout seul. La Dordogne est riche d'un millier de châteaux. En hélicoptère, je racontais à Carla, c'était certainement l'un des territoires les plus extraordinaires de notre pays. Pour ça, vous avez 15 sites, 15, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Vous avez un grand musée de la préhistoire, la plus grande collection privée d'objets préhistoriques de France, patiemment constituée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Claude Douce, quand même. C'est là aussi, vous savez, il y a des gens qui sont passionnés, qui ont de l'argent, mettre cet argent au service de leur passion, et que cette passion fasse grandir le patrimoine culturel français. Mais tant mieux, tant mieux. Il n'y a pas vocation, je le dis très simplement, à n'avoir des mécènes et des donateurs que pour les États-Unis, qui ont des musées extraordinaires. Mais nous devons aussi préserver cette force que représente la passion d'hommes et de femmes qui ont réussi dans leur vie professionnelle et qui souhaitent faire de ces moyens qui sont les leurs autre chose que quelque chose pour la seule satisfaction personnelle. Dois-je les décourager ou dois-je les encourager? Moi, je veux les en féliciter. Parce qu'ils participent à cette spécificité française. Alors, pour terminer, je vais en revenir à Lascaux. Je confirme aux élus que l'État sera un partenaire actif
voyez ce que ça veut dire, actif. Actif ne s'arrête pas au discours. Voilà. Des projets LASCO 3 et LASCO 4. Et j'aimerais même que vous puissiez réfléchir à la possibilité d'un LASCO 5. LASCO 1, c'est la grotte originale. LASCO 2, c'est ce magnifique facsimilé voulu par André Malraux. Et LASCO 3 ou LASCO révélé, c'est le projet conduit avec le département de la Dordogne qui consiste à faire connaître l'art de Lascaux dans le monde entier. Il faudra également moderniser le site de Lascaux, sans critique. Frédéric m'en parlait, mais enfin, file d'attente et parking, on va investir un petit peu. Je souhaite donc accompagner aussi le projet de créer au bas de la colline un nouveau centre dédié à l'art pariétal. Et puis l'ASCO 5, si la technologie numérique française nous a permis de reconstituer les grandes pyramides d'Égypte, pourquoi ne pas reconstituer en 3 dimensions l'intérieur des grottes ornées pour pouvoir les visiter à domicile dans le monde entier? C'est des projets fantastiques et l'État vous aidera et s'engagera puissamment. Alors au-delà de Lascaux, toute la vallée de la Vézère, cette vallée de l'homme doit faire l'objet d'une opération grand site. Et nous y participons. Alors, il nous faut réfléchir et créer des lieux. Il nous faut créer des lieux pour réfléchir sur le temps. Et se pose à nous la question de la Maison de l'Histoire, dont j'avais parlé au moment de la campagne présidentielle. J'y tiens beaucoup parce que la question des archives, et j'inaugurerai le fameux site, la question de l'histoire qui est absolument centrale pour préparer l'avenir. Nous avons beaucoup travaillé sur la Maison de l'Histoire avec Frédéric Mitterrand, et où mieux qu'ici, dans cette vallée de l'homme multimillénaire, aurais-je pu annoncer sa création. Nous avons beaucoup travaillé, 3 missions ont été sollicitées, la première sur le concept, la seconde sur les lieux, la troisième sur l'organisation. La Maison de l'Histoire sera donc créée dans les prochains jours et elle s'incarnera dans un réseau de musées, dans une continuité, dans un continuum. Ces musées constitueront le premier cercle d'un réseau appelé à tisser des liens avec les 1000 musées d'histoire éparpillés sur tout le territoire. Alors il faudra un lieu pour incarner la Maison de l'Histoire de France, un siège qui soit emblématique de notre histoire, tout en étant pratique et en évitant les choix trop coûteux. Eh bien, nous avons décidé de retenir comme siège de cette nouvelle institution le site des Archives nationales, grand quadrilatère regroupant au cœur de Paris les hôtels de Soubise et de Rohan, autour de grands jardins dont j'annonce que ces jardins seront désormais ouverts au public. La Maison de l'Histoire de France sera dotée d'un collège scientifique de très haut niveau. 2 étapes vont symboliser sa naissance. Je souhaite qu'au printemps prochain, cher Frédéric, les jardins soient ouverts au public. Ces grands jardins sont fermés depuis des décennies. Et je fixe comme objectif au ministre de la Culture, qui est un homme de défi, la réalisation d'une première grande exposition dès la fin de l'année 2011. Naturellement, j'aurai l'occasion de recevoir les historiens pour parler de la Maison de l'Histoire. Et oui, c'est extrêmement important. Et je voudrais terminer mon petit propos en vous disant 2 choses. La première, c'est que la crise est une occasion pour un pays de s'ouvrir et de prendre des initiatives. C'est jamais bon signe un pays qui se recroqueville sur lui-même et qui arrête de prendre des initiatives. Voilà. La crise ne doit pas nous faire renoncer, mais au contraire, la réponse à la crise, ce sont des projets. C'est comme ça qu'on prépare l'avenir. Et enfin, je voudrais vous dire combien cette journée comptera pour nous, pour Carla comme pour moi,
l'accueil de Montignac, l'accueil des habitants de ce département, le travail des passionnés que vous êtes, qui m'avez fait visiter ce musée, les yeux qui brillent quand vous expliquez ce que vous faites, la sensibilité de la conservatrice de Lascaux, la passion d'hommes et de femmes qui ont consacré toute leur vie, et on voit que s'ils avaient 6 vies, ils en referaient la même chose en faisant encore plus. Voilà. Eh bien, moi, je me sens proche des gens passionnés, et je comprends parfaitement toutes les demandes de tous ceux qui disent on va en faire plus parce que ce qu'on fait, c'est très important. Voilà. Et je trouve que ce fut l'occasion, cette journée, de rencontres passionnantes. Je vous remercie infiniment de votre attention et de votre déplacement. Merci à vous.